Bonjour les élèves, je m'appelle Varga Marta Evgenievna et aujourd'hui nous continuons notre module qui s'appelle le patrimoine scientifique et culturel de la France. Et le sujet de notre leçon est les grandes figures de la poésie française. Donc notre but est d'apprendre à parler sur ce sujet. Pour cela, nous allons réaliser le lexique concernant ce sujet et deuxièmement, faire connaissance avec les grandes figures de la poésie française comme Michel de Montaigne et François Rabelais. Bon, commençons. À la leçon précédente, vous avez appris que la définition de la culture est assez élargie. Mais en ce qui concerne de la culture française, nous pouvons dire qu'elle renvoie aux écrivains qui ont élaboré la merveilleuse mosaïque de la littérature française, aux artistes aussi qui ont couvert le pays de joyeux de l'architecture, aux penseurs, enfin qui de Montaigne à Descartes et à Sartre ont bâti la pensée française. D'après le sujet de notre leçon, les grandes figures de la poésie française, nous avons besoin d'expliquer la définition de la poésie. Bon, qu'est-ce que c'est la poésie? La poésie, c'est une façon d'exprimer ses sentiments, ses souvenirs, son opinion d'une façon mélodieuse et harmonieuse. Pour écrire un poème, il ne faut pas être intelligent ou apprendre à écrire une poésie. La poésie française constitue une partie importante de la littérature française depuis les origines de la langue jusqu'à aujourd'hui. L'histoire littéraire, toujours en évolution, suit par commodité la succession des siècles et retient plus particulièrement certains courants artistiques et certains créateurs aux œuvres marquantes. Mais les poètes ont été nombreux à toutes les époques. La poésie française montre une grande variété formelle et thématique. Et maintenant, je vous propose d'apprendre la poésie française à l'exemple de l'œuvre de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne est un écrivain, philosophe, moraliste et homme politique français de la Renaissance, auteur d'un livre qui a influencé toute la culture occidentale, les Essais. Son père, héritier d'une famille enrichie par le négoce, élevé en nourrice dans le petit village voisin de Papassu, le jeune Michel reçoit à son retour au château familial une éducation peu ordinaire. Scolarisé au collège à Bordeaux, il y brille rapidement par son aisance à pratiquer la discussion et la joute rhétorique et par son goût pour le théâtre. Après des études de droit, il débute sa carrière en 1554 en tant que conseiller à la cour des aides de Périgueux, puis au Parlement de Bordeaux où il siège durant presque 15 ans. La mort de son père le laisse à la tête d'une grosse fortune et du domaine de Montaigne. Il consacre alors la plupart de son temps à la méditation et à la lecture de quelques 1000 ouvrages rassemblés dans sa librairie, aménagée au dernier étage de cette tour qui devient son repère. Il commence également à coucher par écrit le fruit de ses réflexions, ses essais, sur lesquels il travaille jusqu'à la fin de sa vie. De 1580 à 1581, il voyage en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Italie pour des raisons de santé et tient un journal de voyage qui ne sera publié qu'en 1774. Dans les essais, Montaigne se dépeint lui-même comme un sujet observé, sans artifice pour révéler son moi dans son entière nudité, pour se comprendre et comprendre le monde. Il laisse libre cours à ses pensées, souvent imprégnées de pessimisme, tel qu'il se présente à lui. Son étonnement philosophique commence avec sa devise « Que sais-je ?» Son influence sur la littérature française est très importante.
L'œuvre de Montaigne est celle d'un sceptique qui veille à bannir les doctrines intangibles et les certitudes aveugles. En pleine guerre de religion, il affiche sa tolérance et son aversion pour les luttes fratricides entre catholiques et protestants, considérant que la complexité des situations ne peut se régler par l'opposition binaire. Pour Montaigne, l'homme a la possibilité et le pouvoir de faire naître en lui la liberté de penser. Et maintenant, les élèves, allons regarder la vidéo pour approfondir vos connaissances. Michel de Montaigne, 1533-1592, s'inscrit parfaitement dans son temps. Après des études de droit, il rentre au Parlement de Bordeaux où il s'unit d'amitié avec Étienne de la Boétie, de 3 ans son aîné. Mais la mort de la Boétie en 1563 laisse Montaigne inconsolable. Il se retire dans sa demeure sur le tertre de Montaigne et entreprend l'écriture des essais. Philosophie, morale, histoire, théologie, anthropologie, ethnologie. Toutes les sciences humaines de son temps ou d'une autre sont amalgamées dans cet immense creuset. À ses côtés veillent 2 sentinelles, sa mère Antoinette de Loupe et son épouse Françoise de la Chassaigne. En 1581, les jurats de Bordeaux l'élisent maire de la ville. Durant 4 années, soit la durée de 2 mandats à la mairie de Bordeaux, Montaigne, fidèle contre vents et marées à la monarchie, reste avant tout un combattant de la paix. Sa mort, en septembre 1592, l'empêche d'en être un témoin privilégié. Bon, les élèves, et maintenant, l'écrivain suivant, François Rabelais. François Rabelais est un médecin et écrivain humaniste français de la Renaissance. Dans ses 2 œuvres majeures, Pantagruel et Gargantua, il a fait preuve d'un style hors du commun, d'une richesse de vocabulaire exceptionnelle et il a associé des opinions éclairées sur l'éducation, l'extension des savoirs ou la guerre à une technique littéraire où le récit historique se mêle aux inventions fantastiques. Rabelais est un des grands écrivains français. Il est également admiré comme légiste et médecin. Il a aussi édité les aphorismes d'Hippocrate. Dans sa vie et dans son art, il doit beaucoup à Erasme, à qui il adresse une lettre célèbre. Beaucoup de mots créés par François Rabelais sont entrés dans le fond lexical français. Par exemple, dominer, jabot, parfum, planer, péniblement, scandaleux, croisade et des autres. Virtuose du langage et grand créateur de mots, polémiste, savant, précurseur dans de nombreux domaines, François Rabelais réalise la synthèse entre la tradition comique carnavalesque du Moyen-Âge et les nouveaux savoirs de la Renaissance. Sa vie est son œuvre polymorphe qui donne à rire et à penser, qui échappe à tout classement, sont le triomphe de la liberté d'esprit. Et maintenant, les élèves, allons regarder la vidéo pour élargir vos connaissances. Rabelais, c'est le disciple d'Erasme, c'est celui qui veut croire en la restauration des humanités, qui veut également une nouvelle éducation, l'éducation humaniste, que son parcours est un parcours assez étonnant. C'est un parcours qui commence comme moine. En même temps que de contester l'Église, et notamment les hommes qui font cette Église, il va lui-même profiter des bénéfices que lui accorde cette même Église. Il va dénoncer pour autant, je dirais, les pèlerinages, les abus temporels de cette Église. Il n'aura de cesse que de contester pour ne pas aller jusqu'à la protestation, c'est-à-dire qu'il ne deviendra pas protestant, mais il veut une Église qui se libère pour arriver à une Église des hommes, mais au sens direct.
Il va être élu médecin à l'Hôtel-Dieu de Lyon. Il croit en la gélothérapie, la thérapie par le rire, et il met en évidence cette nécessité, à savoir une nécessité de faire que l'esprit aille bien pour que le corps aille mieux. Il s'adresse à ces malades, à ces vérolés et goutteux très précieux, et il leur enjoint d'écouter ces chroniques à rire, notamment Pantagruel et Gargantua, pour aller mieux. Les personnages de Rabelais sont effectivement des personnages qui portent un message. Derrière Gargantua, on a souvent voulu voir Rabelais. Et donc il y a une confusion qui va se lier entre l'écrivain, le narrateur, Alcofré d'Azier, les personnages, et notamment Gargantua. Et ces personnages font véritablement sens, c'est-à-dire qu'ils sont fondés par un organe principal qui est la gorge. Donc tout se gargarise. Vous avez Gargantua, Gargamel, Grand Gousier. Cette gorge est largement ouverte, elle est là pour avaler les mets qui sont sur la table. Nous sommes avec le banquet de Platon qui est récupéré par l'ami Rabelais, et à partir de cette table, il s'agit de refaire le monde. C'est vraisemblablement un épicurien au sens de profiter des choses de la vie, mais toujours dans une forme de mesure. On va toujours penser au banquet gargantuesque, aux tables pantagruélistes, et on ne va jamais associer Rabelais à cet appel à la modération. Et pourtant, c'est un auteur qui, dans son roman, va opposer le trop au peu, et va dire « voilà la voie, voilà celle de la modération qui permet de préserver la santé et qui permet également de se prolonger. » Bon les élèves, notre leçon est finie. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.